Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Rendez-vous pour la capsule numéro 3. Donc, je suis avec Nathalie Belleville. Et donc, je suis Afida Venour, Master Coach, fondatrice de la méthode One. Nathalie, tu peux te présenter? Et donc Nathalie, 360 conseils et développement, donc fondatrice de 360 conseils et développement et conseils en stratégie. Et notamment, j'utilise la méthode des 5 éléments dont nous parlons dans nos échanges. Parfait, merci. Alors aujourd'hui, après avoir parlé de l'amour, après avoir parlé de la gratitude, on vous parle aujourd'hui de résilience. Alors résilience, c'est un mot qui s'est un peu vulgarisé ces dernières années et qui est entré dans le vocabulaire. Et donc notre volonté, c'est de vous en parler avec notre prisme chacune et aussi surtout de vous donner des clés parce que ce sont des termes qui sont issus de l'intelligence émotionnelle. Ça fait partie d'un des 6 super pouvoirs du cœur que je pratique dans mon protocole Agrippe et qui permet d'aider les femmes à repasser numéro 1 dans leur vie, à surmonter parfois des difficultés. Donc la résilience, c'est une forme de courage, une forme de pouvoir très très puissant. J'ai envie de commencer par cette citation de Mark Twain qui dit « Le courage, c'est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur, mais ce n'est pas l'absence de peur. » Dans la résilience, pour moi, de mon point de vue, la résilience, c'est quelque chose qui vient après un événement que l'on a vécu. On a tous connu un deuil, une déception amoureuse, un chagrin, un accident, ça peut être un accident de voiture, des choses qui peuvent être parfois traumatisantes ou créer un choc émotionnel et dont on se relève. C'est un petit peu ça. Donc la résilience, c'est vraiment quelle personne je deviens après cet événement. Dans le quotidien, suivant chacun là où on est, au niveau où l'on est, au niveau aussi d'accueil de nos émotions et de nos perceptions, on peut vivre certains événements. Un événement commun va être vécu par 2 personnes de façon différente. Et les capacités de résilience face au même événement, on l'a vu par exemple avec des événements tragiques comme par exemple les attentats du Bataclan. On le voit en ce moment avec ces masques que l'on doit porter. L'humain doit faire preuve de résilience et surmonter ce type d'épreuve. Alors, la science nous montre qu'on n'est pas tous égaux face à la résilience. J'étais moi-même surprise en me disant ben, c'est quelque chose voilà, qui humainement, tout le monde le vit avec les mêmes facultés. Eh bien non, il semblerait que la science nous montre que 50% des facteurs de résilience soient liés à notre génétique. Donc, c'est un petit peu particulier. Donc, parfois, on hérite de gènes qui font qu'on est plus ou moins résilient. Alors, pareil, quand je m'attache à parler de résilience ou à comprendre mieux ce qu'est la résilience, je me fie à mon cœur et à mon intuition. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? C'est vraiment qu'est-ce que mon intuition va me dire et qu'est-ce que je peux transformer et comment je peux le transformer. Donc, la pratique de la résilience, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très, très important. Et en faisant mes recherches sur le sujet, puisque c'est quelque chose que j'aborde effectivement, parce que quand j'accompagne les femmes, en général, on fait preuve de beaucoup de courage et de résilience, puisqu'on l'entrée en matière, le passeport dans mes accompagnements, c'est une journée One Vip où justement on va mettre à plat toutes ces ressources passées, tous ces traumas passés pour pouvoir les regarder en face et faire les transmuter, faire de cette résilience un terreau fertile qui nous permet d'être la femme que l'on est aujourd'hui. Donc il y a 5 leviers en fait quand on s'attache à travailler la résilience. Il y a une étude, alors ces 5 leviers sont issus d'une étude qui concernait les soldats américains. En fait, dans le processus de recrutement des soldats américains, leur réussite dans le recrutement était corrélée non seulement à leur quotient intellectuel, mais aussi à leur faculté de résilience. Et donc, ils ont même mis en place des programmes qui permettent de booster ces facteurs de résilience. Et ces programmes, on s'en inspire aujourd'hui dans les écoles et dans les entreprises également, ce qui est pour moi une excellente nouvelle. Et les bénéfices, pareil, là, les études scientifiques l'ont prouvé, c'est que grâce à ces programmes, on arrive à obtenir moins de dépression, moins de burn-out, plus de résultats positifs et aussi un plus grand épanouissement. Donc, je suis persuadée que
Travailler cette résilience, c'est un facteur de croissance, on va dire, voilà, de mieux-être, à la fois pour la personne dans sa vie au quotidien, mais aussi dans sa vie d'entrepreneur, de leader, de chef d'entreprise. Alors, dans ces programmes, on découvre 5 leviers que je vais vous citer. Il y a d'abord les émotions positives. On le voit tous, quand on est face à une difficulté et qu'on la surpasse, forcément, ça génère une émotion positive immédiate. Donc, ça, c'est une évidence. Les relations interpersonnelles sont plus agréables, soit entre la famille, les collègues ou les amis. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est le sens à ce que l'on fait et surtout à qui l'on est. Qui je suis dans cette épreuve. Parfois, j'ai un rôle de moteur. Parfois, j'ai un rôle de catalyseur. Parfois, j'ai un rôle de modérateur. C'est vraiment notre attitude. Il y a une citation de Zig Ziglar que j'aime beaucoup qui dit « Your attitude is your altitude ». Et là, c'est vraiment, je trouve, à propos par rapport à la résilience face à une épreuve que l'on doit vivre en commun. C'est votre attitude qui va faire la différence. Et quelque part, cette attitude, elle est dictée par sa faculté d'activer la résilience ou pas. Et c'est vraiment, encore une fois, un choix. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai envie? Le quatrième levier, c'est ce fameux état de flow, où c'est l'état de conscience qui est totalement absorbé par une activité ou par une posture et qui va nous mettre dans un temps suspendu. C'est-à-dire que même s'il y a un grave orage et qu'on décide de sourire sous la pluie, on va être dans un état de flow parce que c'est un choix conscient. Bien entendu, c'est imagé, mais il nous est tous arrivé de vivre un orage en entreprise ou dans sa vie personnelle, et pour autant, voilà, d'avoir une attitude résiliente, patiente, courageuse, encore une fois, on revient au cœur, le courage, qui va faire toute la différence par rapport à un autre individu qui va être exactement à la même posture et va avoir une attitude qui va être différente, qui va se laisser submerger par les émotions ou qui va batailler contre ces émotions négatives et ne pas les accueillir. C'est choisir en fait un regard, absolument, on va dire optimiste ou positif sur ce qui arrive. Absolument. Alors concrètement, comment, vous allez dire, bah oui, mais bon, la résilience, hop, c'est quoi la recette magique pour le pratiquer? Il n'y a pas de recette magique, mais il y a quelques indications que je peux vous donner, notamment, c'est toujours pareil, c'est face à un obstacle, se placer derrière, c'est l'effet d'après. Comment je vais me sentir une fois que j'aurai eu cette attitude? Donc, c'est vraiment la projection positive, se dire, ben, j'ai ces 5 leviers qui vont me tomber dans l'escarcelle comme ça en bonus. Donc, ça, c'est intéressant. Ce sont vraiment des axes de progrès sur lesquels on peut se fixer un objectif et se dire, oui, derrière ça, je vais avoir des émotions positives, je vais améliorer mes relations interpersonnelles, je vais donner du sens à mon choix, je vais obtenir un succès et je vais être dans un état zen. Peut-être le moyen d'activer la résilience, souvent dans mes accompagnements, effectivement, on entend beaucoup de choses en tant que consultant, master coach, ou mentor, de partage de vie qui sont parfois des événements waouh auxquels on ne s'attend pas forcément. On a parlé de non-jugement, on a parlé d'amour, on a parlé de gratitude. Moi, j'ai beaucoup d'amour et de compassion envers les personnes qui me font confiance avec une clause de confidentialité sur leur vécu. Et je trouve qu'accueillir ça, c'est vraiment aussi permettre à la personne d'être résiliente. C'est-à-dire que quand on accompagne et qu'on accueille sans jugement ce que la personne nous livre, c'est déjà un premier pas vers la résilience, parce qu'elle se sent respectée. Absolument. Et donc, moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est se référer justement à ces moments douloureux, à les exprimer pour pouvoir les déposer hors d'eux. Et ça, c'est un premier pas vers la résilience pour moi. Ça peut être lister aussi des événements phares qui ont eu un impact important sur vous. Parfois, c'est juste quelqu'un qui va nous raconter un parcours, on le voit bien aujourd'hui dans les conférences ou dans les personnes qui nous inspirent, dans nos fils d'actualité, les personnes qui nous partagent leur histoire, qui a été une histoire douloureuse, sont des personnes qui sont des exemples de résilience. Donc, parfois, si on n'arrive pas à matérialiser, si nous, voilà, on est capable d'être résilient, c'est se dire, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Qui j'aurais été? Ou si son histoire résonne en moi, c'est que quelque part, j'ai cette douleur qui est engrammée en moi. Est-ce que j'ai envie
de mourir avec cette douleur ou est-ce que moi aussi, je veux la déposer et à ce moment-là, je vais être résilient et me débarrasser de ça. Donc, c'est vraiment cette notion d'ouvrir le cœur, d'aller fouiller un peu dedans, de déposer vraiment ce qui est douloureux pour en ressortir plus résilient. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, évidemment, ça ne se fait pas forcément seul. C'est beaucoup plus facile quand on le fait accompagné d'une personne professionnelle qui va dresser un cadre de sécurité, qui va regarder aussi la situation à 4 yeux, 4 oreilles et qui va pouvoir élargir le champ des perspectives et se dire, OK, jusqu'à maintenant, cette situation, tu l'as observée comme ça, mais si tu fais preuve de résilience, que tu t'élèves un peu, peut-être que tu vas voir d'autres choses. Ouais. Voilà un peu mon point de vue sur la résilience. Je pense qu'on a vraiment besoin de faire preuve, là encore, c'est un peu l'effet cumulé des pouvoirs que l'on défile à chaque capsule, hein, qui viennent un peu s'engrammer et s'enrichir les uns les autres. Je pense que l'estime de soi est un des facteurs aussi qui va pouvoir donner accès plus facilement ou pas à la résilience. Et justement, ce que tu viens de dire, alors l'estime de soi et la sécurité, pour moi, c'est deux mots importants. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette résilience. Vas-y, la parole est à toi. Par quoi commencer? Alors déjà, je vais poser un élément. Parmi ces 5 éléments, je vais poser un élément sur la résilience. Je vais poser l'élément terre. Pourquoi? Parce que la terre, les qualités de cet élément terre, c'est les qualités de cicatrisation. C'est comme un baume à l'argile. On connaît tous, presque, bien que ça se perde. Les propriétés de l'argile. L'argile, l'argile, par exemple, ou la terre, a cette capacité d'absorption et de cicatrisation par assimilation lente, en fait. Hein. C'est quelque chose de très lent, mais de très doux, et par assimilation. Et c'est d'autant plus important en sécurité, effectivement, que la qualité de terre aussi, c'est ce qui résonne avec l'empathie, la sécurisation affective. C'est-à-dire que ce baume de résilience, à base d'argile, par exemple, va être déposé par l'empathie ou par la sécurisation de quelqu'un d'autre. Être résilient seul, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, pour répondre à ce que... mettre en écho de ce que tu disais sur les recherches sur la résilience, Boris Cyrulnik, donc, qui est un des vraiment maîtres, en tout cas en neurosciences sur le sujet, a découvert récemment, lui, il a beaucoup étudié en fait la résilience chez des orphelins. Et donc vraiment des orphelins mis dans des conditions très dures, en fait, d'orphelinat très dures, donc dans des pays en développement notamment, donc vraiment laissés là sans soin. En fait, ils ont étudié par scanner comment se comportait le cerveau d'un orphelin qui est d'un seul coup propulsé dans un monde sans sécurité, sans stimulation affective et sans stimulation socioculturelle. Et en fait, ils ont constaté que le cerveau s'atrophiait, au vrai sens du terme. Et donc, il a donc conclu qu'il y avait ce qu'on appelle la résilience neuronale, parce que du coup, les autoroutes neuronales ou les réseaux neuronaux s'atrophient et s'éteignent. Donc, résilience neuronale, résilience psycho-affective et résilience socioculturelle. Donc, il y en a 3 sortes. Et si on continue avec ces orphelins, un orphelin qui est replacé ensuite dans une famille d'accueil et qui retrouve des conditions de vie normales, à être mis en sécurité affective, à être touché, stimulé, dans un milieu aussi socioculturel et qui retrouve en fait l'éducation, la vie en société, etc., les réseaux neuronaux se reconstituent. Et comme disent les scientifiques, puisqu'ils l'observent au scanner, le cerveau, au vrai sens du terme, regonfle. Regonfle, absolument. Mais cette étude la résilience neuronale, sous l'effet, en fait, de la sécurité affective et des stimulations socioculturelles.
Donc, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce qu'il a constaté aussi, c'est que par contre, ce n'est pas 100% des personnes qui sont résilientes, mais c'est quand même une bonne partie. Il a observé une proportion de 70% de résilience. Oui, ça rejoint la statistique de départ où on disait les dispositions génétiques aussi qui jouent. Hein. Alors, 70% de résilients, en général, ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui avaient été mis avant le chaos ou avant cet accident de vie, qui avaient été sécurisés affectivement avant. Donc, ils sont plus facilement résilients. La deuxième chose, c'est effectivement pour répondre à l'épigénétique, à la génétique et à l'épigénétique. En fait, pour moi, les bonnes nouvelles dans tout ça, c'est qu'on a une marge de manœuvre. Bien sûr. On dit oui, mais tout est déterminé par la génétique, ou en tout cas 50% pour la génétique au niveau de la résilience. Oui, mais non, parce que dans notre ADN, on a 20% qui seront définitivement hérités de nos ancêtres, mais 80% de notre ADN sur lequel on peut agir. C'est énorme. Absolument. Par justement nos comportements, par notre hygiène de vie, etc. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc 80%, on peut modifier 80% de notre ADN. C'est énorme et c'est donc une bonne nouvelle parce que c'est dans notre champ d'action. Alors, maintenant, si je transpose tout ça en entreprise, comment être résilient aussi au niveau d'une entreprise? Eh bien, je dirais que tout va repartir. Moi, je remettrais ça en miroir de l'observation des cycles des choses. Et absolument, des crises. Des crises et de l'impermanence. Donc, absolument. Si on se resitue dans cette sagesse universelle, ancestrale, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Absolument. Et si on observe la nature, on voit qu'il y a des cycles des saisons de manière totalement infinie. En chacun de nous, nous avons des millions de cellules qui se renouvellent à chaque instant. Et quelque chose qui ne se renouvelle pas, quelque chose qui ne change pas, ça s'appelle la mort. Donc, heureusement qu'il y a du changement. Absolument. Au contraire, accueillons le changement. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas morts. Donc, le fait d'accueillir le changement permanent, déjà, peut nous permettre d'être dans un état plus résilient. Mais encore faut-il se placer dans cet état de dire, j'accueille le changement, j'accueille ce qui est, parce que de toute manière, le changement est permanent. Et une fois que j'ai dit ça, si je suis chef d'entreprise, je ne vais certes pas pouvoir anticiper les crises, ni la durée, ni la profondeur de chaque crise, ni la singularité de chaque crise, ça c'est sûr. En revanche, je vais pouvoir me préparer avec les saisons de mon entreprise, grâce à la stratégie des 5 éléments, d'une part. Je sais qu'après telle saison arrive l'autre saison, donc ça c'est la première chose. Mais d'autre part, je vais anticiper en faisant plusieurs types de scénarios et moi, ce que j'accompagne toujours les chefs à construire des tableaux de bord stratégiques. Donc, c'est ce que j'appelle le pilotage stratégique. J'anticipe. Je vais vous prendre une image qui est bien connue et qui parle vraiment facilement. C'est l'image de l'alpiniste. L'alpiniste ne sait jamais quelle sera la météo qu'il va rencontrer. Imaginez l'alpiniste qui va sur l'Everest. Quels vont être les obstacles sur sa route? Est-ce qu'il va, en quel timing il va pouvoir atteindre le sommet? Il n'en sait rien. En revanche, il s'est préparé pendant des mois, voire pendant des années auparavant. Il s'est préparé psychologiquement, techniquement, physiquement. Même, je dirais, matériellement. Donc, il a mis tous les atouts de son côté, il a anticipé et il a fait ses scénarios. Eh bien, un chef d'entreprise, c'est la même chose. Ou c'est comme un sportif de haut niveau qui anticipe, qui visualise sa compétition. Eh bien, on est dans le même ordre d'idées. C'est ce qui va permettre
déjà d'accueillir l'impermanence, le changement, d'accueillir l'incertitude et de se dire, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me suis préparée. Mais je suis prêt, absolument. Voilà. Je suis prêt et surtout, j'ai envie d'ajouter, et quoi qu'il arrive, justement, c'est là où je demandais, je disais tout à l'heure, les ressources passées, se souvenir de ce qu'on a pu avoir comme épreuve. Et quoi qu'il arrive, tout passe. Là encore, c'est une sage personne de mon intimité qui disait cette expression, tout passe. Et c'est vraiment cela, c'est quoi qu'il arrive, je suis prêt et je vais faire preuve de résilience dans le pire des cas. Voilà. Et je saurai rebondir plus vite, plus haut sans doute que ceux qui n'auront pas anticipé. Donc c'est vraiment ce que j'apporte aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. C'est vraiment préparez-vous. Je vous aide à vous préparer parce que même si vous n'avez pas, même si vous me dites je ne sais pas quelle sera la prochaine crise, non, c'est sûr, vous ne savez pas. En revanche, vous pouvez vous préparer à plusieurs scénarios. Absolument. Et mettre tous les atouts de votre côté pour ce qui peut se passer. Parce que de toute façon, il va se passer quelque chose. Et quoi qu'il arrive. Voilà, un leadership ne dure jamais 100 ans et la prospérité n'est jamais linéaire. Donc, préparez-vous. Ça me fait penser un petit peu au syndrome doute-confiance que l'on observe souvent en management, où justement, plus on va parfois toucher le doute le plus bas, plus on va remonter haut, quoi, quelque part. Donc, quelque part, c'est aussi Confucius qui disait « Notre plus grande gloire n'est pas de tomber, mais de nous relever après chaque chute. » Et c'est ça, en fait, le deal, c'est ça, c'est un peu l'image de la résilience. C'est quoi qu'il arrive, je suis capable de me relever, quoi. C'est ça. Oui, tous. Bien sûr. On se relève, en fait. Merci Nathalie. J'ajoute que quand ça veut dire qu'il faut être, si on se prépare, il va falloir être attentif ensuite. On est prêt. Donc, c'est comme si on était, comme on est prêt, on a une partie de notre cerveau sur pilote automatique et le reste, tout est tendu vers la vigilance et l'attention à la conjoncture. Ça, c'est super important. Imaginez l'alpiniste qui sait, de toute façon, quoi qu'il arrive, il s'est préparé, il va avancer de manière quasi mécanique d'un point de vue, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il va faire sans y penser. Ce qui libère le reste du cerveau et toute la vie à l'instant T, à l'instant présent pour pouvoir réagir de manière intuitive finalement et fulgurante à tout ce qui va se passer. Instinctive, oui. C'est l'instinct, là encore, on fait appel à ces trois cerveaux. On en parlera plus tard, mais avec absolument. La vigilance et la présence totale à ce qui est dans le moment présent. Voilà. Wow. Merci pour ce partage. Vous voyez, là, c'est encore une fois, j'aime beaucoup ce regard croisé et ce rapport justement aux éléments qui est très intéressant et très transposable. Parce que là, on parle vraiment de mouvements, de choses naturelles qui s'enchaînent, qui passent. Et on le vit actuellement avec cette conjoncture très particulière. Quand d'un coup d'un seul, le confinement, entre guillemets, nous tombe dessus, on a quand même malgré tout tous su se réinventer, rebondir, rester solidaires, faire preuve d'amour inconditionnel entre nous, de gratitude sur le fait d'être en vie, d'avoir un toit, de pouvoir vivre ces moments en famille. Et là, aujourd'hui, de résilience, là, quand on regarde déjà dans le rétro, c'était il y a quelques mois, cet événement, cette annonce universelle qui est tombée comme ça et qui a arrêté le monde, qui a mis le monde à genoux. Et bien, entre guillemets, tout le monde a posé un genou à terre, mais le deuxième n'était pas à terre. Et l'humain a cette faculté de rebondir et de se relever systématiquement. Et je crois que ça, on l'a tous fait avec plus ou moins de difficultés. Mais le message universel que j'ai envie de passer, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'on a cette ressource de résilience en nous. Oui. On l'a tous. C'est juste l'activer à un moment. Quand on parle de super pouvoir, quand je parle de super pouvoir du cœur, ça peut être un peu, c'est une façon, on va dire, poétique de vous annoncer ça, mais ça reste quand même très pragmatique. Ce sont des leviers sur lesquels on peut aller piocher dans notre cœur et dire oui, là, je peux être résiliente, je l'ai déjà été par le passé, je vais l'être maintenant, tout de suite, pour ne pas perdre de temps et pas m'enliser dans une situation. Parce que, effectivement, encore une fois, je me sers pour servir les autres, quoi. C'est ça.
Et effectivement, au niveau des organisations, des entreprises, on voit énormément de mouvements qui se mettent en place. Absolument. Et de plus en plus solidaire. Et À cette grande échelle, être résilient de manière collective, en fait. C'est vraiment ce qu'il absolument. faut aujourd'hui qu'il est urgent d'activer, c'est cette résilience collective. Oui, parce que quoi qu'il arrive, elle va faire effet papillon. Et c'est encore une fois, mon prisme, c'est vraiment de vous donner ces ressources à votre niveau personnel, mais pour qu'elles puissent servir après de façon universelle. Tout part de l'individu pour servir le collectif derrière, quoi. Et là, on est vraiment dans cette étape de transformation. On vous a déjà donné 3 super pouvoirs. Vous en reste 3 avec un petit bonus qu'on va vous partager dans les prochaines capsules. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore une fois, gratitude infinie. N'hésitez pas, si vous écoutez cette vidéo, à la liker, à partager, à mettre des commentaires. Je suis Afida Benour, fondatrice de la méthode One, master coach, Nathalie Belleville. Fondatrice de 360 conseils et développement. Voilà. On vous mettra, quoi qu'il arrive, nos coordonnées en dessous des vidéos. Vous saurez comment nous joindre. N'hésitez pas à nous envoyer un message qui soit pour toutes les deux dans le fil ou à titre personnel en MP, avec joie de partager votre point de vue ou de répondre à vos questions. On est là pour vous aider à avancer et puis à élargir le champ des visions et à piocher dans ces ressources qui sont inépuisables parce qu'en vous les transmettant, on s'enrichit. Et merci pour ça. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.